Je me suis mis à réfléchir à ça. Wow. Tu t'es mis à réfléchir. Oui. Il est arrivé sur la scène avec une tuque sur laquelle il était écrit « Party Animal ». La rencontre Robitaille du Trisac. Antoine, bonjour. Allô? Bonjour. Alors, là, est-ce qu'il y a eu une offre? Est-ce qu'elle a été acceptée? Elle a été refusée? On chicane? On négocie? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas de nouvelles encore de la FAE qui est en train de se pencher sur l'offre, mais c'est intéressant quand même. Ça veut dire que ça bouge, Benoît. Oui. Donc, pour le dire en clair, là, Sonia Lebel, qui est la présidente du Conseil du Trésor, a soumis une proposition de règlement à la Fédération autonome de l'enseignement. Là, une proposition de règlement, c'est assez important, ça. Hein, parce que c'est pas comme une offre. Hein? On va parler d'une proposition de règlement, m'écrit-on, lorsque les discussions sont assez avancées pour englober tous les sujets faisant l'objet de la négociation. Hein? Elle tiendra compte des enjeux des deux parties et présentera une piste d'atterrissage commune. Écoute, ça veut dire qu'on est peut-être proche d'un règlement à ce moment-là. On va voir comment ils vont réagir parce que on sait que vendredi, ou on l'a su hier, que vendredi, quand la FAE s'était réunie dans un grand conclave, on attendait la fumée blanche et il se penchait sur une offre qui avait été faite. Mais là, c'est plus qu'une offre, Benoît. C'est une proposition de règlement. Alors, Mme Lebel, dans une déclaration écrite, là, elle parlait pas aux journalistes, évidemment, aujourd'hui. Tout le monde se tait, mais envoie des déclarations. Sonia Lebel a dit, nous nous sommes engagés à régler rapidement. Cette proposition en est la démonstration. Si celle-ci est acceptée, bon, elle pourra permettre d'améliorer concrètement les services aux élèves. Alors, nous espérons un retour positif du syndicat sous peu. Tu sais, je te dis, s'ils règlent avec la FAE, peut-être ça va faire valeur d'exemple pour le Front commun, qui pourrait peut-être éviter sa grève, elle, de quoi, 7 jours, là, à partir de vendredi. Mm-hmm. Ouais. Alors, c'est intéressant. Il y a des gens qui ont réagi à ça, Antoine? Il y a des gens qui ont réagi à ça. Les oppositions disent que le premier ministre joue le mauvais cop ou le mauvais policier, si tu veux, et que Sonia Lebel joue le bon policier. Puis il faut que ça arrête. Il faut surtout que François Legault arrête d'essayer de négocier sa place publique, puis de remettre en question le droit de grève des gens de la FAE. On peut écouter une série de déclarations des oppositions. Là, Gabriel Nadeau-Dubois, Pascal Bérubé du Parti québécois, puis Marc Tanguay, pardon. Québec qui met le feu aux poudres, qui allume des incendies, et de l'autre, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, qui essaie d'éteindre le feu. François Legault doit changer d'attitude. Ça suffit. La provocation. On peut tous convenir que ce que le premier ministre a dit vendredi dernier, c'était malheureux. C'était comme la dernière cartouche du premier ministre de dire qu'il ne devrait plus y avoir de grève. Personne ne l'écoutait. Ce qui reste au gouvernement, c'est de régler de façon satisfaisante pour qu'on puisse avancer puis passer à d'autres choses. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des négociations, un blitz de négociations sérieuses, de laisser aller les déclarations à l'emporte-pièce. Ça prend également une implication du premier ministre pour que ça aboutisse. Oui, peut-être que le premier ministre doit sauter dans la mêlée puis discuter, comme on dit depuis quelques jours, Benoît, commander de la pizza, fermer les portes puis qu'on s'entende. Mais je m'interroge. Hier, ça n'a pas été une belle journée pour la discussion entre les deux parties. Tu sais, Sonia Lebel qui reproche au syndicat d'être inflexible sur la question de la flexibilité, puis le syndicat qui dit que le gouvernement est inflexible sur cette question-là. Donc, et d'ailleurs, je me pose la question, tu sais, régler les classes le 30 juin, là, est-ce que c'est aussi crucial que ça? Est-ce que ça vaut la peine, autrement dit, de garder nos enfants indéfiniment à l'extérieur de l'école pour cette question-là? Je me pose la question. Il y a autre chose là en arrière de tout ça là aussi. Il y a d'autres questions qui sont soulevées.
Mais évidemment, c'est toujours... on est dans la brume de la négociation, donc autour des conditions de travail aussi. On dirait une description d'un spectacle du Cirque du Soleil. Tout le monde veut de la flexibilité. Tout le monde veut des acrobaties. Puis il n'y a rien qui se règle. Souhaitons que ça se règle. On veut les contorsionnistes. Parce que là, on veut des jambes en arrière la tête, des coups. Mais on est le 5 décembre, là. On est le 5 décembre. C'est pas réglé. Là, qu'est-ce qui arrive jusqu'à Noël? Ça veut dire les enfants la iront pas à proposition de l'école. Marc Tanguay est intéressante, que le premier ministre s'en mêle, là, enfin, au lieu de faire ça devant les journalistes. Là, c'est le temps, là. Vu qu'il y a une proposition de règlement, comme je t'ai dit, c'est un homme pas d'affaires. n'importe quoi. Il arrête pas de dire que c'est un homme d'affaires, François Legault. Ouais. Ben, soyez-vous, là, puis négociez, puis réglez, puis faites un deal. C'est le temps. C'est le temps. Relisez le livre de Donald Trump. Identité de genre. Imagine-toi donc que le gouvernement forme un comité de sages, puis mon chroniqueur, ils viennent chercher mon chroniqueur constitutionnel sur le comité de sages, c'est Patrick Taillon. Donc, le comité est quand même... et d'ailleurs, il faut expliquer pourquoi l'identité de genre. On se souvient la question des toilettes mixtes, mais aussi le contexte, c'est qu'en septembre, la question a comme éclaté. Puis cet été au Canada anglais, ça a été vraiment une des questions les plus, discutées sur la place publique, l'identité de genre. Il y avait des groupes conservateurs composés de militants musulmans, des membres de la droite religieuse, des sympathisants du Convoi de la liberté qui avaient fait le 1 Million March for Children. Donc, il y avait manifesté dans plusieurs grandes villes. Il y avait eu des contre-manifestations. Tu te souviens des heurts qu'il y avait eu entre les manifestants et les contre-manifestants. Il y avait... C'était spectaculaire. Donc, le gouvernement a dit, ça nous prend une réflexion. Et là, ils se sont dit, on va aller demander à 3 personnes. Ça fait un peu commission Bouchard-Taylor. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de personnes trans ou non-binaires dans cette discussion-là. C'est dans ce comité-là de sages. C'est le parallèle que je ferais avec Bouchard-Taylor parce qu'on avait beaucoup reproché au gouvernement Charest à l'époque de ne pas avoir nommé pour cette grande enquête-là, des gens qui avaient, pu demander des accommodements raisonnables ou, qui avaient un rapport avec, c'était deux hommes blancs, des philosophes âgés. Là, c'est un petit peu le même genre de critique qu'on fait parce que Diane Lavallée préside le comité. On se souvient que c'est une infirmière de formation qui a été présidente du Conseil du statut de la femme, qui a été candidate du Parti québécois aussi dans Tachereau contre Catherine Dorion en 2018. Elle avait mordu la poussière. Et aussi, elle avait aussi été candidate du PQ en 94. Elle avait échappé donc un comté de justesse juste avant le référendum. Donc, Jean-Bernard Trudeau aussi, médecin de famille, ancien directeur général adjoint du Collège des médecins du Québec. Puis, comme je l'ai dit, Patrick Taillon, chroniqueur à Cube Radio et accessoirement professeur de droit constitutionnel. Et donc, la ministre a dit, écoutez, mon comité, là, c'en est pas un de représentation. C'est vrai, Benoît, que si tu veux représenter les LGBTQ2+, tu aurais un maudit gros comité. Non, mais c'est pas juste ça, c'est que le rapport ne serait plus impartial. Et là, je pense qu'ils ont 3 personnes pour entendre les propositions, les griefs, les recommandations, les plaintes. Et je pense que c'est important, puis qu'ils soient impartiaux. Les 3 personnes, moi, je trouve ça correct, là, tu sais. Puis on va, mais qu'on entende... C'est pas un comité de militants, c'est ça je pense qu'elle voulait C'est ce que j'ai dit aussi. Il y a des militants qui sont déçus. On peut écouter Pascal Vaillancourt, qui est directeur général de l'organisme Interligne. Ça, c'était Gai Écoute avant. On écoute Pascal Vaillancourt ce matin à Québec Matin à LCN. Oui, ça avait été nommé, mais même si ça a été nommé, je pense qu'on avait le droit d'être déçu de ce point de vue-là parce que au Québec, on a quand même développé à travers les années une expertise sur les enjeux LGBTQ+, pas seulement au niveau des groupes communautaires, mais également au niveau de la recherche et des experts. Donc, c'est d'autant plus surprenant que même s'il n'y a pas de personnes trans sur ce comité-là, il n'y a pas non plus de chercheurs sur ces enjeux-là autour de cette table-là. Donc ça, c'est certain que ça nous inquiète. Par contre, on est quand même
ouvert à l'idée de l'objectif qui est de contrer la désinformation. Selon ce qu'on nous a présenté, c'est de contrer la désinformation en faisant un état des lieux. Parfait. Et il n'y a pas de militantisme, il n'y aura pas de biais, ça va être impartial, c'est ce qu'on veut. On veut des opinions des opinions impartiales de la part d'experts, chacun dans son domaine. Ça va venir tard, le rapport, par contre, l'hiver 2025, donc ils vont travailler assez longtemps. Tu sais que quand la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick voulaient empêcher les jeunes trans et non-binaires de changer de pronom ou de nom à l'école sans avertir leurs parents, ben Patrick Taillon m'en avait parlé à l'émission Là-haut sur la colline, très connue mondialement. Okay. On peut écouter Patrick Taillon le 5 décembre dernier à mon émission sur cette question-là. Il prenait position. Personnellement, je pense qu'il vaut mieux que l'école soit impliquée dans le processus que de laisser l'élève seul face à son milieu familial. Tout est dans la manière. L'école est supposée d'avoir des professionnels, d'avoir un savoir-faire sur la manière de communiquer avec les parents. Tôt ou tard, la famille va apprendre que l'enfant a décidé de vivre cette transition-là. Vaut mieux que l'école soit là en support. Faut que il me semble que les parents doivent être consultés aussi, là. T'sais, surtout si t'es mineur, je pense que les parents ont un mot à dire. À partir de quel âge, c'est ça? À partir de quel âge, c'est important, mais il ne faut pas non plus se méfier trop de l'école. Non, mais attends, c'est ton enfant, là. T'es responsable de ton enfant. Il y a une discussion à avoir. C'est pas un procès, c'est une discussion. T'es un parent. Tu fixerais ça à partir de quel âge? Ben, regarde, je suis désolé, 16, mais 18 ans. 18 ans, t'es adulte à 18 ans. Avant ça, vraiment, là, je suis pas sûr. Il y a des discussions à avoir. Puis moi, j'ai parlé à un médecin là, qui s'occupe de cette question-là, puis il était contre le fait que des mineurs, peut-être c'est 16 ans, peut-être c'est 18 ans, mais que des mineurs prennent cette décision qui est fondamentale dans une vie. Là. Tu peux pas revenir en arrière. Donc, on peut prendre un peu de temps. Antoine, on se laisse là-dessus, puis on se reparle. On se reparle demain? Je pense que oui. OK, parfait.